Eh bien, c'est une très très bonne présentation. Bonjour. Et tout d'abord, remercier l'organisation de ce progrès si beau. Même le nom est très joli aussi, Capacité, c'est spécialement Javier Gallego qui est la personne qui a été le coupable un peu que je sois ici parmi vous avec cette présentation. C'est très difficile parce qu'après, quand vous allez m'écouter, vous allez dire c'était pas si important que ça, mais enfin vous dire que pour moi, je dois le confesser, j'ai honte de le faire. C'est la première fois que je viens ici à Oueskay. Je suis sûr que ça va pas être la dernière que je viens ici parce que je crois que c'est une ville qui est seulement l'échelle. C'est une ville qui à échelle humaine a beaucoup de possibilités, comme on voit par les projets que l'on a vus hier lorsqu'on était en train de dîner, pour développer beaucoup d'idées dans des villes ou des villes à l'échelle de la ville. C'est plus difficile à faire parce que ce sont de très grandes villes. J'aimerais être là, je suis un peu ici enfermé, mais enfin, c'est la dépendance des diapositives. On m'a demandé de faire une conférence que j'essaie d'unir deux concepts, c'est la santé communautaire et l'autre les activités physiques, et surtout apporter l'expérience dans la ville de Madrid, dans la mise sur le territoire des concepts, des idées, des stratégies que nous lisons dans les livres et des fois on nous les raconte aussi dans les facultés. Malheureusement, celle de médecine, pas beaucoup, mais la difficulté après, c'est la mettre sur la pratique. Mon intervention d'aujourd'hui, c'est de partir de concepts, mais surtout transmettre comment, depuis la mairie de Madrid, on a essayé de le mener à la pratique, avec un succès, des échecs, mais on apprend aussi beaucoup d'échecs. Il faut partir, si l'on part d'un des binômes de l'activité physique. Moi, je suis dans un forum d'activistes de l'activité physique et ce n'est pas nécessaire de faire ici de publicité en ce qui concerne l'éducation physique. Mais moi, j'aime cette infographie qui est en anglais et qui résume un peu certains des évidences scientifiques, si vous voulez parler ici, sur l'activité physique, et une activité physique qui est très simple, et c'est de marcher. Marcher, ce n'est pas aller faire au gymnase, beaucoup de sport, c'est simplement on fait de la marche. Ici, on voit les différents systèmes, on dit que marcher 2 heures par la semaine peut réduire jusqu'à 30% le risque d'accident cérébrovasculaire. Sur la mémoire, marcher 40 minutes 3 fois par semaine protège les zones qui sont impliquées dans le développement de la mémoire. En ce qui concerne le bien-être, 30 minutes par jour peut réduire les symptômes de dépression à 36%. Et monter 3500 marches par jour, si nous diminuons le diabète, 25%. Et si vous voulez l'utiliser, il y a un avantage sur la durée de vie, le poids et sur le système cardiovasculaire. C'est-à-dire que l'activité physique et le fait de marcher, c'est le balsame de Cerebras, c'est la médecine qui guérit un peu tout actuellement. Et c'est le message qu'on est en train de faire dans nos consultations ou dans nos cabinets. C'est ridiculement simple, c'est très très simple. Il faut beaucoup d'équipement et tu te lèves de la chaise et tu commences à articuler les jambes et c'est très efficace et en plus c'est scientifiquement prouvé. Donc, dans ce monde, le sens commun doit passer par les statistiques, par les intervalles de confiance pour que l'on puisse avoir une valeur. Et même plus loin que les maladies associées à l'activité physique, comme peut-être le diabète ou les maladies cardiovasculaires aussi, il y a beaucoup d'évidence sur le fait d'avoir beaucoup de poids avec le cancer. Ici, il y a un article
L'excès de poids intervient de 1 sur 7 morts chez les hommes et les femmes aussi aux États-Unis, et on peut réduire aussi l'augmentation du cancer de 24% du côlon, 24% chez les hommes et d'œsophage 52% dans les femmes. Et aussi il y a une diminution de cancer en femmes 12%, etc., etc. On pourrait apporter beaucoup d'évidence et je suis sûr que vous allez pouvoir les manipuler dans votre pratique, et elles servent aussi pour convaincre les personnes qui doivent faire des activités physiques et si elles veulent améliorer leur santé. Ça, c'est une autre... je vais finir aussi avec cette partie. C'est une étude aux États-Unis dans laquelle on prend 3 coupures de personnes qui sont en situation de prédiabète et on les continue tout au long de leur vie. Si vous avez les mois, jusqu'à un traitement qui a été de 48 mois, il y a suivi de 48 mois, on a donné la vitamine, à l'autre personne on lui donne rien du tout, et la troisième personne on fait une intervention de changement de style de vie, c'est l'alimentation et physique. Et comme vous pouvez voir, au bout de 4 ans, ceux qui ont pris rien du tout ont eu une incidence de diabète de 38%. 38% ont développé, et c'est la ligne bleue. Ceux qui ont pris ce médicament, la metformine, et ils le réduisent de 28%. Mais voyez un peu le trait rouge, ceux qui ont fait uniquement un changement de style de vie, l'activité physique était importante, l'incidence de diabète, ils ont développé la diabète qui est 28%. Il y a une différence de 58% de différence de l'incidence de diabète entre le groupe qui n'a rien pris et le groupe qui a fait une activité physique. Donc, j'utilise cette diapositive dans les stages de formation pour lancer. Imaginez que la ligne rouge soit un vaccin, soit un produit pharmaceutique qu'un pharmacien va développer, et c'est le vaccin contre le diabète. Et après on fait un lobby, comme vous savez, on fait très fort et on dit que ce vaccin existe en France, mais n'est pas arrivé en Espagne. Et alors, et voyez un peu la réaction physique. Eh bien, ce vaccin existe, c'est changement d'habitude et n'est pas encore intériorisé comme un instrument efficace. Eh bien, tout ceci, on le sait déjà, et j'insiste dans ce public qui est bien remis à cette idée, mais ceci n'est pas le facile. Le facile, c'est l'idée comment on va faire obtenir cette médecine et comment on va obtenir l'adhérence à ce traitement si on pense à l'activité physique. Et sur ce sujet, je voudrais vous commenter des points stratégiques que nous, en Madrid, on suit pour penser un peu comment faire. Un d'entre eux, c'est on utilise les idées de Geoffrey Rose. Beaucoup d'entre vous, sûrement, vous allez le connaître. Ceux que vous ne le connaissez pas, je vous anime de le lire. C'est le livre de stratégie de la médecine préventive que Geoffrey Rose, un salubriste britannique, il nous dit que si on veut être efficace au niveau de la prévention, et c'est là où j'évolue, on doit combiner les stratégies qu'on appelle de population, de stratégie, avec celles de haut risque. Et ceci veut dire que les stratégies de haut risque sont celles qu'on est habitué dans le monde de la santé, celles qu'on nous a appris à niveau de la faculté de médecine, l'école d'infirmiers, etc., et qui consiste à identifier les personnes qui ont un haut risque d'avoir un problème de santé ou une maladie. Ça, c'est représenté la courbe de Gauss que vous avez à gauche, qui peut être la distribution de tout facteur de risque. Ça peut être la tension artérielle, le cholestérol, etc. Ça peut être ce que
nous équipe l'indice de masse corporelle. Comme vous savez, la plupart des populations se distribuent dans une valeur moyenne et dans les extrémités, il y a moins de population. Nous, ce que l'on essaie de faire, c'est de capter ces personnes qui se trouvent à droite ici. Et une fois qu'on s'identifie, on agit. Et dans ce cas, l'obésité, on n'a pas le sang en cabine. On oublie un peu le reste. Mais Sophie Rose nous dit que tous ces facteurs de risque, on doit le penser que l'origine, c'est une origine structurelle. C'est une origine sociale qui a à voir comment on organise à niveau de nos sociétés, que même des sujets comme le cholestérol. Le niveau moyen de cholestérol d'une population en Europe est différent à celle qui se trouve au Japon. Donc, on doit voir tous ces problèmes de santé depuis une vision plus macro, plus sociale. Et c'est pour ça qu'il nous dit que ça, c'est une stratégie très importante, mais elle doit être combinée avec une stratégie de population, dans laquelle l'important, c'est la moyenne de masse corporelle. Et si l'on a des changements réels, on fait des changements réels, on doit pouvoir, cette moyenne, la pousser vers la gauche, de telle façon que l'on fasse une intervention dans toute la population. Cette explication, la moitié de personnes, normalement, ne comprennent pas trop bien. Mais tout d'abord, ils comprennent, mais un deuxième, moins. Et c'est pour ça que j'ai fait une photo ici. Certaines personnes ici, Javier m'a dit que je l'amène avec moi. Et ceux qui l'ont déjà vu, je regrette la répétition. Et il me semble que c'est très illustratif. Non. C'est une photo de 1966 de la piscine du parc syndical de Madrid. C'est une des piscines publiques qui était appelée Charca d'Otelo. Moi, j'étais ici, c'est pour ça que je confesse mon âge. Alors, j'aimerais qu'on nous dise qu'est-ce que vous remarquez ici dans cette photo. Les personnes sont plus minces, plus maigres, sont plus maigres, plus minces. Il y a plus d'hommes, de femmes, non? Mais oui, moi je la fais toujours venir parce que... Je m'excuse, mais on n'a pas le son en cabine parce que l'orateur n'a pas pris de micro, et alors on l'entend très mal, on ne peut pas traduire. Je ne sais pas s'il y a des francophones qui écoutent. Bon. Voilà, maintenant ça va. Alors, nous bougions d'une façon différente, c'est très important. Si je vous montre une piscine publique, en ce moment à Madrid, alors je vous dirais que l'image est différente. Qu'est-ce que cela veut dire? Si réellement nous voulons attaquer le problème de l'obésité, il est important d'identifier les personnes qui soient obèses et c'est important de leur aider à réduire leur poids. Mais avec ceci, on ne va pas résoudre le problème de l'obésité. Alors, nous devons combiner les stratégies de haut risque, donc identifier des personnes obèses avec des stratégies de population. Il faut faire facile que les personnes puissent bouger d'une façon différente. Nous devons repenser le transport, les facteurs qui vont faire que moi, le matin, je ne vais pas prendre ma voiture, ou que je prenne plutôt le vélo, ou que j'aille à pied. C'est la combinaison des stratégies pour des populations de risque. Maintenant, avec la photo, on comprend mieux. La question est que, dans la santé publique, nous savons depuis longtemps qu'il ne suffit pas d'avoir l'information, il ne suffit pas d'être les gens, il ne suffit pas de conseiller, il faut chercher des changements dans l'entourage qui puissent faire plus facile de vivre d'une façon plus saine. Et passer d'être un critique,
de passer à faire des politiques publiques. Ceci quant à la combinaison de stratégies de population et de risque. Un autre sujet, c'est le sujet de l'équité de la santé. Nous vivons dans des villes, y compris Madrid, où il y a des grandes différences de santé entre des quartiers et d'autres. À gauche, vous avez une carte de l'espérance de vie dans différents quartiers de ma ville. Il y a une différence de 9 ans entre le quartier le plus riche et le plus pauvre. Il y a des différences non seulement de territoire, mais aussi dans des groupes sociaux, définis par le sexe, par la race. Ici à droite, vous voyez une promenade de santé avec des femmes du gitans, dans lesquelles on doit aussi penser que chaque minorité culturelle a ses propres références par rapport aussi à l'activité physique et l'alimentation. Ces différences, non seulement il y a des indicateurs aussi gros que la mortalité, mais aussi des indicateurs comme les habitudes de santé. Ici, vous voyez un graphique un peu peut-être compliqué, mais je peux vous dire seulement que c'est une étude de santé faite par nous, indiquait la permanence de 3 facteurs de risque. La diète non équilibrée, en rouge, en rose, le sédentarisme en temps libre, en jaune, et le surpoids ou l'obésité, c'est-à-dire le pourcentage des citoyens qui ont un indice supérieur à 25 de masse corporelle dans les différents quartiers de la ville. Ça a été mis en ordre par rapport au revenu moyen. À gauche, vous avez les quartiers avec les revenus moyens les plus basses et à droite, la plus haute. Alors, vous voyez qu'ici, la situation est préoccupante dans tous les quartiers où les 3 facteurs de risque sont présents. Dans plus de 35% de la population, c'est-à-dire un tiers de la population de Madrid, possède les 3 facteurs de risque présents. Mais il y a un gradient social. Les quartiers qui sont plus à gauche, comme ce qui s'appelle Usera, Villaverde et Vicálvaro, dépassent la ligne rouge du 50%. Ceci par rapport à la stratégie. On a parlé tout à l'heure de l'activité physique. Il reste la deuxième partie de la santé communautaire. Qu'est-ce qu'on comprend dans ce concept de santé communautaire? Eh bien, l'idée est que le territoire est une unité intéressante pour travailler. Le territoire, c'est peut-être une unité d'analyse et d'intervention, parce que lorsqu'on parle de santé communautaire, on parle de 2 choses. Un territoire concret, par exemple une ville, comme Huesca, peut-être comme un quartier en concret, qui a une série de liens familiers, sociaux, qui a une vie quotidienne dans laquelle on développe des possibilités de bien-être ou de mal-être. Et lorsqu'on affronte un sujet comme l'obésité ou comme l'activité physique, c'est là qu'on voit de façon plus claire ces détails sociaux qui font que cette obésité, il y a une distribution sociale. On sait qu'il y a une information de quelle est, dans la vie de tous les jours, quels sont les éléments qui facilitent ou font plus difficile la façon de manger ou bouger d'une façon ou d'autre. Cela signifie qu'on doit faire une activité différente et spécifique. Ce que je vous raconte à Madrid, vous ne pouvez pas le transférer à Huesca automatiquement, parce que probablement il y a des différences spécifiques qui la différencient de Madrid. En deuxième élément, je vais parler de santé communautaire et vie quotidienne. Ce concept de vie quotidienne a beaucoup de centres, parce qu'on parle de la normalité, de ce qui est pathologique, mais on doit repenser ce qui est normal. On suppose que c'est normal qu'on fait dans la vie de tous les jours. Le deuxième élément est le protagonisme de la communauté. N'importe quel changement qu'on doit faire, comme je vous disais au début, n'est pas suffisant. Ce que nous, depuis notre savoir-faire technique, professionnel, ce savoir-faire, on doit le changer avec le savoir-faire de la communauté qui sait ce qu'il doit faire pour que dans sa vie de tous les jours, on puisse attaquer plus ou moins le frigo ou lève le cul de la chaise et puisse bouger d'une façon ou d'une autre. Grâce à ce croisement de savoir-faire, ce n'est pas seulement avec des décisions collectives, mais aussi avec la prise de conscience
que des éléments comme comment est mon quartier, quelles sont les infrastructures qu'il a, quelles possibilités d'accès j'ai au palais des sports. Et c'est très important pour penser dans des sujets de santé. Eh bien, voici un peu, je m'excuse peut-être, cette introduction conceptuelle et stratégique est de plus, mais ce que pour le moment intéresse davantage, eh bien, comment est-ce qu'on a mis en pratique ceci? Comment nous nous sommes organisés? Quels sont les projets qu'on a concrétisés? Bien, tout d'abord, Madrid a une particularité, c'est que la ville de Madrid, la municipalité, a conservé un réseau de centres municipaux de santé qui n'a pas d'égalité dans d'autres villes d'Espagne. Dans beaucoup de villes, je ne sais pas quelles sont les ressources de Huesca, mais Saragosse, je sais qu'il conserve un centre municipal. Eh bien, nous, on a conservé un réseau de centres municipaux qui s'appelle Centre Madrid Santé, il y en a 24, où travaillent plus de 500 professionnels. Ils sont distribués par les différents quartiers de la ville. Les équipes, ce sont des équipes multiprofessionnelles, médecine, infirmerie, psychologie, psychiatrie, travail sociaux. Ça ressemble aux équipes d'attention primaire, mais aussi avec des professionnels du domaine psychosocial, avec des couches du matin et de l'après-midi. C'est très important lorsqu'on travaille au niveau de l'intervention communautaire. Le couche du matin, c'est important dans le domaine éducatif, mais si on veut faire des activités communautaires, la plupart se développent l'après-midi. Il y a 8 ans, on a engagé un groupe de spécialistes de santé qu'on venait de la Direction générale de santé publique de la communauté de Madrid pour faire le tour de ces centres. Je n'ai pas le temps de vous raconter ce qu'ils faisaient avant, mais ils nous ont demandé de les changer dans un réseau de centres de santé communautaire ou de santé publique. Là, on l'a appelé un projet de réorientation communautaire et comme tous les projets, on avait besoin d'un mot de passe, d'un mot-clé. On l'a inventé, on disait depuis les batas aux botas, les salopettes aux bottes, non, en français. On va leur donner un peu de temps pour qu'ils s'assoient. Et bienvenue. Je ne peux pas m'engager à faire le résumé de ce que je viens de dire. Alors, comme je vous disais, nous, on a inventé des salopettes aux bottes. En espagnol, c'est las batas a las botas. Alors, ce qu'on voulait, c'est exprimer à nos professionnels que de temps en temps, ils puissent enlever ces salopettes. C'est l'image du médecin clinique. Et qu'ils chaussent des bottes dans le sens de sortir à la communauté, sortir en dehors du centre de santé pour trouver, avec un autre regard, c'est un changement de regard. Normalement, lorsqu'on travaille depuis le centre de santé, le regard, on la met dans la salle d'attente. Alors nous travaillons sur ce qui se trouve à la salle d'attente. Mais nous devons penser que pas tout ce qui nous vient à la salle d'attente est ce dont ceux qui ont besoin. Il y a des besoins qui ne génèrent pas une demande. Il faut travailler ces aspects qu'on disait tout à l'heure qui sont fondamentaux pour la promotion de l'activité physique. Cela signifie enlever la salopette. Et ça a beaucoup de sens. C'est aussi enlever le pouvoir qu'il y a derrière la salopette et sortir dehors, sortir dans la rue lorsque tu trouves d'autres protagonistes, d'autres tribus, si vous le préférez, qui ne viennent pas qui viennent d'autres disciplines, mais qui ont les mêmes buts que nous. C'est dirigé aux mêmes populations avec les mêmes buts de changement social. Cette sortie signifie aussi de faire une alliance, c'est ce qui représente ces mains entreliées. Et c'est le projet que, comme je vous disais, on a démarré en 2008. À l'époque, ça s'appelait Stratégie en santé. Et maintenant, ça s'appelle Stratégie quartier de santé. Notre obsession a été de changer ces centres dans des centres spécialisés dans la prévention et la promotion de la santé. Comment est-ce qu'on s'organise? Eh bien, on s'organise d'une partie dans ce qui est commun et spécifique. Ce qui est commun est défini les 9 programmes cadres
des programmes de promotion de la santé dans le domaine éducatif, salut sexuel et reproductif, etc. Et il y en a un qui est celui de nourriture et activité physique et santé, qui a l'acronyme de L. Je ne vais pas m'arrêter parce que je n'ai pas le temps de parler des autres, du reste. Ici, comme je vous disais, les programmes cadres définissent ce qui est commun. Mais si on travaille dans la santé communautaire, on doit penser que dans chaque territoire, dans chaque quartier, dans ce cas, à Madrid, on a fait une analyse et des interventions différenciées. On doit aller dans le spécifique. C'est plus valable de faire les mêmes interventions dans un quartier comme Chambéry ou dans un quartier comme Villaverde. À part les programmes cadres, on demande à nos centres de faire un projet de centre. Un projet de centre est l'engagement de travail et la définition de priorités que chaque équipe de centre fait par rapport à ses réalités de sa ville. Pardon, de son quartier. Et c'est aussi la définition d'une série de buts qu'on doit valoriser. Un autre sujet important, c'est accorder avec d'autres protagonistes. Dans ce sens, nos interventions cherchent toujours le faire des alliances stratégiques et surtout, puisqu'on est déjà dans une municipalité ici, avec des services du point de vue de la santé sont fondamentaux comme les services sociaux, services de l'environnement, des sports, commerce, etc. Vous avez là une photographie de la convention avec le domaine des services sociaux qui a été importante pour le développement de beaucoup d'activités et pour des alliances avec beaucoup de réseaux de professionnels qu'il y a, des travailleurs sociaux, des agents d'égalité, techniciens d'éducation sociale, techniciens d'éducation de prévention de drogue. Les alliances, on fait pas seulement avec des dispositifs municipaux, mais aussi avec des associations, des fondations, des universités. Le projet a été démarré en 2008. C'est une mauvaise date. Le démarrage de la crise, c'est le commencement de cette crise économique que nous a encouragé pour faire une politique de changement, d'échange. Chacun devait apporter quelque chose pour avancer dans le projet commun. Avec cette dichotomie entre les salopettes et les bottes, on a fait un travail en trois domaines. Le domaine individuel, le domaine du groupe, le domaine de la communauté. On continue à mettre la salopette, on fait des consultations individuelles, des conseils, mais les activités du groupe ont pris beaucoup d'importance et des activités communautaires, c'est-à-dire les activités dans le quartier, dans les centres d'éducation, centres d'actes des personnes âgées, des associations de voisins, des immigrants, moyens de communication locaux. En bas, vous avez une photographie de notre travail dans les cours de récréation des écoles. Si j'ai le temps, plus tard, je ferai une référence à l'importance des cours de récréation en tant que domaine de promotion de la santé. Une autre obsession à nous, c'est enregistrer et valoriser la promotion de la santé. C'est l'une des matières pas encore atteintes que nous avons. Cela ne suffit pas que nos utilisateurs soient contents, soient satisfaits avec ce que nous faisons. Nous sommes obligés à leur démontrer qu'il y a aussi un effet. Normalement, dans le monde de la santé sanitaire, les systèmes d'information sont très individuels et très basés sur des agissements. Nous avons dû faire un grand travail de changer ce système d'information, des enregistrements individuels, passer à des registres basés dans des procès qui nous permettent d'évaluer des changements tout au long du temps. Faire des protocoles pour savoir qu'est-ce qu'on doit enregistrer en commun est un autre de grands problèmes. Et il y a des enregistrements individuels et non pas de groupe ni communautaires. Si on croit dans la santé publique, l'intervention de groupe et de communautaire est importante, pourquoi nous n'avons pas la possibilité de voir et de l'évaluer? L'évaluation de buts et des résultats a été l'une des obsessions. Et une fois que je dis ça, c'est un point de vue de ce qui est le résultat des centres, c'est la stratégie. On doit aller à ce qui est plus intéressant, c'est la promotion de l'activité physique.
Comme je vous ai dit avant, le programme ALA, c'est un programme d'éducation physique, et ceci s'articule de la façon suivante. Il y a une stratégie de la population. C'est la brochure que l'on utilise. À gauche, on voit la stratégie de la population. Ce sont toutes les activités que nous avons pour avoir une grande facilité, pour avoir une grande mobilité et de manger d'une façon plus salutaire. Après, vous allez avoir des exemples et une stratégie de haut risque. C'est un programme de prévention de diabète. Le programme de prévention de diabète consiste à identifier des personnes qui sont en situation de prédiabète. La population, ce sont les personnes qui ont plus de 35 ans, qui n'ont pas eu de diagnostic de diabète auparavant. Et on fait une recherche active dans l'âge entre 50 et 69 ans. Et c'est là où il y a plus grande possibilité. On fait un test très simple, que vous allez sûrement le connaître. C'est le Finch Risk. C'est un test de 8 questions. C'est comme quand vous allez chez le coiffeur, les tests que vous remplissez quand vous allez chez le coiffeur. Et on vous demande est-ce que vous êtes très timide? Oui, non, oui. Ça c'est pareil d'une façon très facile. Les personnes qui donnent une ponctuation de plus de 14 ont une grande population de développer le diabète dans le futur. Et à ces personnes, on leur fait un examen de glucose et quand on voit qu'il y a le profil, on offre une intervention groupale intensive de changement d'habitude qui dure à peu près 6 mois et qui a 10 séances dans lesquelles on essaie d'analyser la vie quotidienne. Quels sont les éléments qui ce soit difficile ou facile de manger d'une façon différente, de évoluer d'une façon différente. Je ne vais pas me centrer là-dessus. Vous dire aussi que les résultats au niveau de l'évaluation sont très bons. On est en train d'obtenir des changements très importants de paramètres cliniques, non seulement de la glycémie, mais du propre service, mais aussi des paramètres biochimiques comme peuvent être les profils glycémiques, la tension, le poids, etc. C'est une médecine, comme on savait déjà, qui fonctionne et on peut prouver qu'elle mérite la peine de faire l'intervention. Que fait-on de plus? Ça, en ce qui concerne les stratégies de haut risque. En ce qui concerne la stratégie de la population, le fondamental, c'est de travailler avec d'autres, c'est d'apprendre d'autres. Par exemple, ça a été la collaboration d'Asilience avec l'école de Nordic Walking de Madrid, qui nous a montré, en plus de nos équipements, à faire la marche nordique comme un outillage spécial, ou en recherchant des alliances avec différents protagonismes. Ça, c'est une alliance de l'association diabétique de Madrid avec les marchés de la municipalité. Il y a un réseau de marchés très intéressant dans lesquels ils veulent promotionner les marchés où, vous savez, il y a plus accès à des aliments comme les fruits et les légumes verts. Et des fois, on enlève aussi la blouse pour aller dans des domaines un peu solitaires comme peut-être un marché. Une autre alliance importante, et je suis dans le domaine adéquat, c'est avec le sport. Santé et sport doivent s'unir et s'entendre parce que dans le sujet de l'activité physique, vous le savez mieux que moi, nous avons beaucoup de choses à gagner. Et on a commencé à travailler avec la Direction Générale de Sport. Ils avaient un programme qui était marché à Madrid. Ils avaient des moniteurs pour faire des routes, mais il n'y avait pas de personnes qui venaient. Donc, nous, on a fait l'alliance, c'est dans le sens que des personnes qui venaient dans nos centres, on leur a offert de faire ces routes et on a commencé, et ça a été un succès. Le problème, c'est que beaucoup de ces ressources étaient ressources externalisées. Après, il y a eu le manque d'argent, comme je disais, la crise économique, et les moniteurs ont été renvoyés et il semblait que tout ceci était fini, mais nos professionnels ont commencé à travailler
et on l'a fait sans moniteur. Je sais que ce n'est pas la même chose, comme vous savez, mais on a commencé à le faire. Et le pas suivant, c'est que ces routes qu'on avait identifiées, pourquoi on ne les a pas consolidifiées? Pour cela, je crois que j'ai eu... Ça, c'était d'autres exemples dans lesquels aussi on collaborait avec des initiatives intéressantes. Vous savez que c'est à la mode, on travaille avec les mairies, il y a des demandes de faire des marches populaires, on utilise les grands changements comme Vicente del Bosque pour d'une quelconque façon sensibiliser davantage la population. On participe dans des projets d'autres. Par exemple, avant, je parlais de Huesca, ville des enfants. On est tous amoureux de la philosophie de Bertolucci. Nous aussi, on a un projet, c'est le chemin sur l'école, ou le projet STAR, c'est un projet que ce qu'il fait, c'est la promotion de la bicyclette, du vélo, pour aller à l'école, dans lesquels ce ne sont pas des projets qui nous appartiennent, mais ce sont des projets avec un impact fondamental. Et ce que l'on fait, c'est que l'on met notre grain de sable en ce sujet. Et quand on a fait appuyer des projets d'autres, tous les projets qui ont à voir avec le développement de la bicyclette ou avec une mobilité active, comme vous allez savoir, à Madrid maintenant, on est résolu à changer la mobilité. Il y a un plan de la zone de mobilité de Madrid, d'éliminer le trafic dans le centre-ville. Vous savez que quand on a commencé à diminuer les voitures, il y a eu des voix qui nous disaient, qui mettaient même en question du point de vue du droit du constitutionnel ce type d'action. Et dans ce moment-là, les salubristes, on a dû apporter des critères de santé qui renforcent cette idée que ça vaut la peine de laisser la voiture et avoir des espaces plus pour aller à pied. Oui, avant on avait perdu cette diapositive. Et comme je vous disais, pour se baser sur ce projet de sentier urbain, on utilise Walking People, c'est un projet européen avec des fonds européens dans lequel certaines villes d'Europe, Florence et autres, on s'est unis, et Trieste en Allemagne aussi, pour construire à Madrid 60 km de sentiers urbains. Et quelque chose si simple, il faut monter des espaces transversaux où il y a l'environnement, les sports, les services sociaux, la culture, l'urbanisme. Et ceci consistait à habiliter des sentiers dans lesquels on puisse les utiliser des personnes qui ont différents niveaux de diversité fonctionnelle, de capacité pour marcher, des personnes âgées, des personnes en chaise roulante. On a essayé de dépasser une tendance qui est très fréquente de faire ce sentier seulement au centre de la ville, dans des zones touristiques qui servent pour la visibilité, mais on sait que ceux qui les utilisent, ce sont les classes moyennes hautes, qui sont ceux qui les utilisent normalement. Et dans ces districts où il y a plus de périphérie, où il y a plus de prévalence, comme je disais avant, de sédentarisme, obésité, normalement, on n'a pas accès à ce type de sentier. On fait surtout des sentiers dans le sud-est de Madrid. C'est une des zones, comme je vous disais avant, plus avec plus grands besoins sociaux. Et la signalisation, on a essayé aussi d'être très, très douce avec des vinyles autoadhésifs. Vous pouvez imaginer qu'une ville comme Madrid, la quantité de signaux qu'il peut y avoir, ce sont des vinyles qui sont semblables aux routes de montagne, dans lesquelles, dans les intersections, on fait des points pour que les gens ne se perdent pas. Et au début de ces sentiers, il y a des panneaux d'indication qui sont des panneaux qui d'un côté indiquent la route
mais d'un autre côté, ils donnent une information basique sur... ils vont vous dire quel est le rythme on doit marcher. Il y a un contrôle de 500 mètres dans lequel on demande à une vitesse qui te permette de converser, de parler avec l'autre personne, et si c'est possible, aller plus vite ou moins vite. Et avec ceci, avec le temps que l'on met pour faire ce délai de contrôle, on va définir le rythme en ce qui concerne les kilomètres par heure. Et si l'on fait, on voit ici les tableaux, on spécifie aussi selon le poids, les calories que l'on va consommer. C'est une façon aussi d'animer les personnes que quand on utilise cette route, voir comment ce rythme peut augmenter et peut augmenter aussi les calories consommées. Les routes, comme je disais avant, à la fin, on les a augmentées. On se situe surtout dans les districts qui ont le plus grand besoin de santé. Mais on générait aussi, je vais un peu rapide, on a constitué, on a surtout entretenu, parce qu'un défi, c'est de le maintenir, et il y a eu beaucoup de jeux. Et de telle façon que les routes, non seulement elles servent pour l'activité physique, mais elles servent pour l'accompagnement. On fait des groupes de personnes qui sont ensemble. Ils peuvent parler, c'est une façon de se connaître. C'est une opportunité aussi, quand on articule avec d'autres projets. On a une alliance avec la faculté des beaux-arts de l'université Complutense. On collabore avec des artistes. Et beaucoup de ces artistes faisaient ces pratiques dans les musées de Madrid. On a pu obtenir que beaucoup de ces routes finissent dans des musées dans lesquels l'entrée à ces groupes sont gratuites. Donc, des groupes de personnes de Villaverde, Vallecas, qui n'étaient jamais allés dans un musée, et on a fait la route pour qu'ils arrivent et qu'ils puissent aller dans ces musées. C'est une activité physique, c'est un accompagnement, c'est une culture, et c'est aussi une adaptation à des niveaux de diversité fonctionnelle. Vous avez un groupe au musée Thyssen de personnes dans des situations de diversité fonctionnelle, dans lequel on finit dans le musée et on fait des interventions spécifiques en utilisant l'art pour certains contenus de santé, comme peut-être l'alimentation ou l'activité physique. Nous avons aussi, comme toujours, une app pour l'utilisation de cette route. Elles peuvent être un réseau social. On peut utiliser la route à niveau individuel, mais on peut aussi donner une forme, on peut faire un rendez-vous des personnes qui veulent à un certain moment donné avoir un rendez-vous à travers cette application app et avoir ce rendez-vous. Et les routes portent de nos centres de santé, c'est une façon aussi d'avoir cette promotion et vice-versa, que nos utilisateurs puissent utiliser la route. Un autre instrument, je ne sais pas si j'ai encore le temps. Très peu. Un autre élément depuis l'optique de la stratégie de risque qu'avant on disait, c'est la recette de l'activité physique. C'est pas original. Vous ici sûrement vous êtes en train de l'articuler. C'est l'idée que les sanitaires, les médecins devraient donner des produits pharmaceutiques, mais aussi bonheur, indiquer activité physique. Et dans cette législation, on a signé un accord avec Sport et on travaille surtout dans un protocole de dérivation de personnes qui ont un surpoids, une obésité ou risque de diabète. D'un côté, pour faire une activité physique adaptée à ses besoins à travers nos polysportifs municipaux. Le deuxième groupe a à voir avec des personnes âgées qui ont des risques de chute et dans lesquels aussi on les dérive pour faire une activité très spécifique de renforcement certain musculaire, d'équilibre, etc. Nous avons commencé, vous avez ici l'aspect cette recette pour l'activité physique, et on a vu aussi les méthodes qualitatives et quantitatives. Aussi, en parlant de la stratégie de risque, un autre projet qui a beaucoup à voir avec le communautaire, c'est ce projet qui était Mucho,
qui est fait à Vallecas, à Madrid. C'est une alliance entre nos centres, entre les centres de compensation, des salles de compensation qui sont des unités d'enseignement dans lesquelles il y a des jeunes dans des situations, disons, de risque d'échec scolaire. Et c'est un projet de, je sais pas, j'aime pas loisir, j'aime pas beaucoup ce mot, mais donner des alternatives à des personnes jeunes pour justement faire des choses ludiques qu'ils ont besoin de le faire, depuis un programme d'intervention en radio, des activités, des jeux, des ateliers de drague aussi. Je n'ai pas apporté ici la diapositive, mais je le fais venir parce que l'utilisation du gymnase, de la salle de gymnase, c'est un des éléments qui nous a donné beaucoup de jeux et une autre activité physique aussi, comme peut-être la danse. Et il y a un projet de communication en train de danser, de breakdance et autres. Et ceci nous permet d'arriver à des populations de jeunes qui normalement n'aiment pas beaucoup se mettre en contact avec des personnes sérieuses comme nous et si âgées. Eh bien, j'ai fini. Un des projets que l'on me demandait avant, qu'il y avait un grand intérêt, c'est Madrid, ville de soins. Je ne vais pas avoir le temps de le mentionner, simplement vous dire qu'un des domaines de Madrid, ville de soins, c'est il y a un projet que je crois qui peut vous intéresser, qui a beaucoup à voir avec la cour des écoles, comme on disait avant. C'est le programme de soins des entourages scolaires. Il y a une sensibilité, je ne sais pas où est-ce que, je pense que oui aussi, il y a une sensibilité que les cours des écoles sont manifestement améliorables et c'est une opportunité pour beaucoup de choses. Il y a une demande citoyenne d'investir dans des cours d'école. Je pourrais vous montrer une photo où l'on compare la cour d'une prison avec la cour d'une école et où nous voyons peu de différence. C'est des éléments durs où il y a un terrain de sport. C'est surtout les garçons qui l'utilisent. Les filles, par contre, sont dans le périmètre. Changement architectural des cours d'école, il faut le penser d'une autre façon. Et on nous fait penser qu'est-ce qu'on fait dans cet espace qui est la cour d'école. C'est un projet de participation, c'est un projet pilote dans 3 écoles publiques de Madrid qui essaie de changer ces cours d'école dans des espaces de salutaires qui favorisent l'interrelation de sexe et vous pensez avec l'espace qui est autour à l'entrée de l'école. C'est un espace aussi très important pour l'accès, pour le transport, comme pour l'interrelation. Ceux qui sont ici, qui ont été des parents, ou ceux qui ont, vous avez été des enfants, vous voyez les grands groupes de personnes à 5 heures de l'après-midi lorsque tout le monde veut arriver pour attendre ses enfants et tous veulent arriver avec la voiture. Il y a beaucoup de choses à faire. Et des interventions avec des architectes, des agents d'égalité, ça peut être très utile. Et il est aussi à la mode la perspective des actifs de santé. On doit passer de voir le verre mi-vide, c'est le verre des besoins de santé, à le voir mi-plein. Dans cette conception des cartes actives, identifier les opportunités d'activité physique. Alors c'est jusqu'ici que j'arrive. Ceux de l'auditoire qui ont pu être intéressés avec ces projets, je peux vous dire visiter. Vous avez là notre site web, mais bien entendu vous êtes invités, ceci est vrai, vous êtes invités si vous voulez connaître quelqu'un de nos projets, même ceux qui auront la possibilité de faire une rotation dans nos centres. Nous avons un programme d'enseignement qui a beaucoup intéressé à des résidents, aux étudiants de master parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, malheureusement, dans notre pays dans lequel on peut développer le
le projet, ce que serait un centre de santé qui ne puisse pas soigner des patients, mais qui puisse être voué à 100% du temps à la prévention de la santé. Merci.